le présenter vraiment. Vous savez tous qu'il est historien de l'art et qu'il met son talent au service du musée de Picardie depuis de nombreuses années. Et il est en même temps, en parallèle depuis plusieurs années aussi, secrétaire perpétuel de la Société des Antiquaires de Picardie. Et donc nous allons l'entendre là sur une autre exposition qui va être plus ancrée sur la Somme et non plus sur toute la Picardie. Jean-Louis, c'est à toi. Merci très chère Louise et bonjour à toutes et à tous. Alors, à défaut de vous entretenir d'art déco à proprement parler, ce dont je serais bien incapable, j'ai pris le parti de m'intéresser aujourd'hui aux activités de la Société des Amis des Arts du département de la Somme et plus précisément aux expositions que celle-ci a organisées durant la période de l'entre-deux-guerres. Entre ancrage provincial, tradition et modernité, nous allons tenter ensemble de cerner la manière dont cette société a fait à l'échelle de notre territoire la promotion des artistes et de leur production. Alors en préambule, je vous propose un rapide retour sur les origines de la Société des Amis des Arts du département de la Somme, fondée officiellement à Amiens en 1836, et qui s'inscrit dans un mouvement plus large de création de sociétés artistiques provinciales au XIXe siècle. Ces associations visaient à promouvoir les beaux-arts en région, à stimuler les vocations artistiques locales et à contrebalancer aussi le monopole culturel parisien. Leur modèle d'action pour cela peut se résumer en 3 points: organiser des expositions, favoriser l'acquisition d'œuvres et soutenir les artistes par un mécénat participatif. La Société des Amis des Arts du département de la Somme s'est développée dans un contexte local favorable qui était marqué par l'existence de sociétés savantes dynamiques et d'un véritable foyer artistique amiénois. Dès la fin du XVIIIe siècle, expositions et initiatives culturelles avaient déjà posé des jalons, et je pense notamment au Salon des Arts, organisé sous l'Ancien Régime par Jacques Sellier, alors directeur de l'École des Arts d'Amiens, qui était installé dans le bâtiment toujours attenant aujourd'hui à la fontaine Saint-Jacques. Malgré plusieurs tentatives infructueuses dans les années 1820, c'est l'exposition des produits de l'industrie et des arts dans la ville d'Amiens de 1835 qui va donner l'élan décisif à la création l'année suivante de la société. Et le succès populaire immédiat que va rencontrer cette initiative montre bien à quel point l'appétit pour la culture était réel dans la population amiénoise sous la monarchie de Juillet. Entre 1836 et 1914, qui est la période de l'histoire de cette société à ce jour la mieux connue grâce aux travaux universitaires menés en 2016 et 2018 par Mathilde Bautreau-Roussel-Bonneterre, la Société des Amis des Arts du département de la Somme a organisé 37 expositions accueillant plus de 19 500 œuvres. Ces salons ont joué un rôle absolument fondamental dans la vie artistique régionale, à la fois en valorisant les artistes picards, mais aussi en exposant des artistes parisiens. Et je prends comme exemple ici ce tableau d'Eugène Delacroix, par exemple, qui avait été refusé au salon annuel à Paris au mois de mars 1836, et qui sera finalement exposé quelques mois plus tard, en juin, au Salon d'Amiens. Forte d'une activité soutenue à travers les décennies, bien que marquée parfois aussi par des phases d'instabilité, la société a été dirigée par des notables locaux, souvent issus des milieux politiques, industriels ou culturels, garantissant son enracinement dans la bourgeoisie éclairée du XIXe siècle. L'un de ses mérites les plus éclatants est d'avoir contribué à la genèse de l'actuel musée de Picardie, puis d'avoir participé à l'enrichissement des collections de cette institution au fil du temps. Longtemps sous-estimée ou oubliée dans des études historiques, la Société des Amis des Arts du département de la Somme est aujourd'hui reconnue comme un acteur clé de la diffusion artistique en province. Elle représente un cas emblématique de décentralisation culturelle au XIXe siècle, favorisant l'accès aux arts pour un public élargi. La période nous intéresse aujourd'hui, à savoir 1919-1939,
n'avait quant à elle pas encore été étudiée. 9 expositions ont été organisées durant ces 2 décennies et peuvent être passées au crible. Alors, elles s'étalent de 1921, année de la 40e exposition, qui fut surtout la première depuis la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1937, année de la 48e exposition. Au rythme d'un salon tous les 2 ans, et en dépit du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, je m'étonnais qu'une exposition n'ait pas été organisée entre la 48e exposition de 1937 et la 50e exposition de 1945. Aucune trace, en tout cas, de son catalogue dans les bibliothèques et autres centres d'archives. Et c'est grâce au dépouillement de la presse locale que j'ai appris qu'une 49e exposition avait bel et bien été prévue du 27 avril au 7 mai 1939. Bien qu'il l'annonçait encore 10 jours plus tôt, le Progrès de la Somme du 17 avril 1939 nous apprend que l'exposition qui devait ouvrir sous peu a été, par suite d'une décision du comité d'organisation, reportée à une date ultérieure, et celle-ci n'aura finalement jamais lieu. Alors, les catalogues des expositions, j'y reviens puisqu'ils sont pour nous particulièrement précieux dans la mesure où, à défaut d'archives anciennes émanant de la société même, ils constituent à l'heure actuelle l'unique source directe pour qui s'intéresse à son organisation et à ses manifestations. Le prix de ces catalogues resta fixé à 1 franc jusqu'en 1927, puis ils deviendront, semble-t-il, gratuits à partir de 1929, année durant laquelle la publicité y fera son apparition en couverture, mais aussi dans leur page, permettant sans doute d'autofinancer ces petits livrets, dont le nombre de pages varie entre 23 pour le plus mince et 32 pour le plus épais. Grâce au catalogue, il est possible, et il me paraît d'ailleurs important, de faire un point relatif à la commission administrative de la société et notamment aux personnalités qui y ont occupé les principales responsabilités. Alors, commençons par les présidents d'honneur, avec en premier lieu le maire d'Amiens, le docteur Paul Peunier, chirurgien et artiste amateur qui était le père de l'artiste Pauline Peunier, comme l'a rappelé ce matin Jean-Charles Cacremier, et également le peintre Jules Bocquet, à qui succédera à sa mort en 1931 un autre peintre, Jean de Franqueville. Jean de Franqueville qui avait assuré avant cela la présidence de la société depuis au moins 1921, avant de céder son fauteuil 10 ans plus tard à l'archiviste et historien Georges Durand, qui le conservera lui jusqu'à son décès en 1942. Georges Durand, qui auparavant avait lui-même occupé la vice-présidence aux côtés du sculpteur Albert Rose, ce dernier qui sera ensuite successivement secondé en tant que vice-président par l'architecte Edmond Douillet à partir de 1931, puis par l'architecte Georges Antoine à partir de 1936. Charles Faton de Faverney, lui, est mentionné dès 1927 comme secrétaire en remplacement de Félix Solamy, un poste, nous le verrons, auquel le Benjamin de la commission administrative, puisque Faton de Faverney était le seul membre à être né sous la Troisième République, eh bien, jouera un rôle essentiel jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Intéressons-nous maintenant aux différents lieux dans lesquels prirent place les expositions. En 1921 et 1925, ces manifestations se déroulent dans le pavillon Maignan-la-Rivière, encore vide au musée de Picardie. Alors pour mémoire, cette deuxième extension du musée de Picardie, dont les plans avaient été dressés dès 1910, avait été ralentie par le déclenchement de la Première Guerre mondiale et ne sera finalement inaugurée que le 26 juin 1929. En 1923, l'exposition est organisée sur le thème de la plante, avec le concours de la Société d'horticulture de Picardie, dans l'hôtel de laquelle l'exposition se déroule, rue Le Nôtre, simultanément avec l'exposition annuelle d'horticulture. Le prix d'entrée donne d'ailleurs droit cette année-là à la visite des deux expositions. Cependant, l'exposition d'horticulture ouverte le 15 juin 1923 fermera ses portes 3 jours plus tard, le 18 juin. Je cite: « Aussi fragiles que charmantes, les plantes fleuries ne peuvent supporter un long séjour dans une salle d'exposition.
la société d'horticulture a dû se résoudre à faire enlever ce matin les merveilles florales qui nous ont charmés, laissant la belle salle à la disposition des Amis des Arts jusqu'au 24 inclus. Fin de citation. En 1927 et 1929, c'est à l'hôtel de ville d'Amiens que se dérouleront les manifestations, et je n'ai malheureusement pas réussi à définir précisément les espaces qu'elles occupèrent dans l'édifice. Enfin, de 1931 à 1937, les expositions seront toutes organisées dans la salle des fêtes de l'Académie des Beaux-Arts d'Amiens, parfois dénommée aussi Palais des Arts, dont le bâtiment qui regroupait l'école des Beaux-Arts et le conservatoire de musique était fraîchement sorti de terre. La 49e exposition avortée de 1939 aurait dû également se dérouler dans cet édifice, élevé sur les plans de l'architecte amiénois Louis Dutoit. En 20 ans, le prix d'entrée aux expositions oscillera entre 1 franc et 2 francs, l'accès étant gratuit pour les sociétaires et évidemment les exposants. Leurs ouvertures se feront le matin et l'après-midi, entrecoupées d'une pause méridienne et en présence permanente d'un membre de la commission administrative pour donner aux personnes intéressées tous les renseignements concernant, en particulier bien sûr, la vente des tableaux, sur laquelle la société ne prélevait, c'est important de le préciser, absolument aucun droit de commission. Toujours grâce à nos indispensables catalogues, pénétrons cette fois-ci au cœur même des accrochages des expositions qui ont rassemblé entre 1921 et 1937 pas moins de 2769 œuvres, dont le nombre par exposition bisannuelle n'aura d'ailleurs de cesse d'augmenter entre 1923 et 1933. En tout, ce sont 479 artistes qui exposeront, 165 femmes, 315 hommes, et les artistes femmes seront majoritaires à l'exposition de 1923, puisqu'elles seront 41 contre 26 hommes. Alors, rien d'étonnant à cela, puisque le thème de l'exposition, la plante, à une période où le genre floral se trouve encore clairement placé du côté du féminin, et pour cette raison d'ailleurs est toujours pratiquée par de nombreuses femmes, auxquelles elle est fréquemment recommandée comme art d'agrément. 1923, c'est aussi l'année durant laquelle les travaux des élèves de 4 écoles amiénoises seront présentés: l'école régionale des Beaux-Arts, l'école supérieure de jeunes filles, l'école normale d'institutrices et le lycée de jeunes filles. Les accrochages sont dominés par les médias habituels, donc la peinture, la sculpture, la gravure, le dessin, et continuent de s'appuyer sur la fameuse hiérarchie des genres, héritée de l'Antiquité et qui décline par ordre décroissant de prestige l'histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Alors quelques rares artistes ont participé à l'ensemble des 9 expositions sur la période qui nous intéresse. Madame André Desmarais-Mercier, Mademoiselle Gabrielle Désirier, Madame Berthe Makiewicz, Mademoiselle Marie Martin, Monsieur Valentin Molien, Monsieur Guy Terrel Deschênes. Alors si la majorité des exposants sont aujourd'hui tombés dans l'oubli, plusieurs de leurs œuvres sont entrées dans les collections du musée de Picardie, conséquemment à leur présentation aux Amis des Arts, et je vous en propose d'ailleurs ici un petit florilège, du moins pour ce qui concerne la peinture. Certaines formes d'art apparaissent dans nos expositions de manière plus sporadique. Photographie, orfèvrerie. En 1923, la Pillois Agence Gare expose une vitrine de pièces en métal argenté et cuivre patiné. Ferronnerie. En 1933, l'Amiénois Paul-Alexandre Cotteret présente une glace et une sellette en fer forgé. Céramique. En 1923, Désiré Borque donne à voir une collection de vases et fantaisies céramiques. Tissus, broderies, lacs, vitrail. En 1933, Daniel Barquet dévoile des maquettes de vitraux d'églises et d'appartements, ou encore menuiserie. En 1935, Henri Dess exhibe une vitrine chinoise et une console de style Louis XVI. Quant à d'autres spécialités, elles sont en revanche un petit peu plus difficiles à classer.
En 1923, mesdemoiselles Anne-Marie et Elisabeth Désirier exposent un buvard capucine en cuir repoussé et des roses en pain de mie. En 1935, Arthur Fernand d'Abonneville propose un vase décoré au ripolin ainsi qu'une décoration sur verre représentant un sphinx. Et en 1937, Madame Marthe Laminette présente sous le titre « Cocktail exotique » un panneau pyrogravé avec incrustation de marbre, tandis que Pierre Pasquier, la même année, donne à voir un aquarium rehaussé de mosaïques d'art décoratif. Sortie des catalogues d'exposition, la presse locale, à laquelle j'ai eu aussi beaucoup recours lors de mes recherches, constitue une source secondaire évidemment incontournable, dans la mesure où elle ne se contente pas seulement de relater, de relayer les expositions organisées, mais rapporte aussi des analyses détaillées de leur contenu. À partir d'articles extraits du quotidien Le Progrès de la Somme, j'ai donc décidé de faire un focus sur 3 de ces manifestations qui me paraissaient particulièrement intéressantes. Pour commencer, intéressons-nous de nouveau à la 41e exposition qui se déroula en 1923, nous l'avons dit, sur le thème de la plante. 162 œuvres y sont exposées, parmi lesquelles une large et inhabituelle place est laissée cette année-là précisément aux arts décoratifs et notamment aux fameuses céramiques de Montières. Je cite. Quelques lignes suffiraient-elles pour décrire et louer le magnifique spectacle que M. Borck nous a permis de contempler en exposant quelques-unes de ses créations de la poterie d'art de Montières. Nous ne le pensons pas et nous ne voulons pas nous y essayer. Est-il un seul visiteur qui ait pu rentrer dans la salle de la rue Le Nôtre sans s'arrêter un grand moment devant l'envoi de M. Borck et y avoir éprouvé une émotion artistique intense? Cette émotion est du reste infiniment variée. Elle s'exerce, et devant la ligne du vase exposé, et devant ces reflets si différents, incomparables entre eux, parce que tous magnifiquement beaux dans leur diversité. Quelle publicité ne mériterait pas un pareil effort, digne en tout point de l'art français? La poterie de Montières, industrie locale, mais qui ne l'a été que grâce à l'initiative et au dévouement de son directeur, mérite de s'apparenter aux grandes fabriques nationales, et ses produits ne dépareraient point les collections que la France s'en va montrer au loin, comme un témoignage palpable de son goût et de son génie. Fin de citation. C'est aussi en 1923, à l'initiative de la Chambre de commerce d'Amiens, que sera formé un comité régional des industriels et des artistes de la Somme pour examiner dans quelles conditions ils coopéreront à l'exposition des arts décoratifs modernes qui devait s'ouvrir à Paris au printemps 1925. Je cite. « L'exposition ne rassemblera que des objets d'art moderne. C'est une grosse question que celle de l'art moderne. Les uns les aiment, les autres le supportent. Il est enfin habi par les admirateurs des 3 Louis. Ces derniers, cependant, se servent de l'automobile au lieu de la chaise de poste et ne reculent pas à paraître en smoking dans un salon Louis XV. » Fin de citation. Vérification faite, aucun représentant de la Société des Amis des Arts du département de la Somme ne prendra part à la réunion organisée à Amiens par ce comité régional le 8 décembre 1923. Traditionnaliste par essence, j'ai envie de dire, l'exposition de 1935, la 47e du nom, a produit dans son ensemble une impression favorable sur le public et la critique. Coïncidant avec le centenaire de la Société, elle regroupait à la fois l'habituelle exposition annuelle, bisannuelle des artistes vivants, mais aussi une exposition rétrospective d'artistes ayant participé au Salon amiénois pendant le siècle écoulé. La manifestation était donc placée sous le signe d'un certain classicisme, un certain académisme, et la profession de foi des organisateurs nous est révélée d'ailleurs par Charles Faton de Faberney, son dévoué secrétaire, dans une préface tout à fait subjective du catalogue. Faton de Faberney y insiste du point de vue esthétique sur la fidélité de la société aux valeurs classiques, équilibre, stabilité, tradition, tout en reconnaissant certaines originalités modernes. Il invite à la vigilance contre les excès de l'avant-garde et affirme que seul l'avenir dira si ces nouveautés éphémères peuvent remplacer les vertus éprouvées de l'art académique. Ce texte
illustre donc bien la double vocation affichée cette année-là par la Société des Amis des Arts, mémoire vivante de l'histoire des Beaux-Arts à Amiens, et aussi rempart contre les bouleversements esthétiques de son temps. À en croire la presse, la 48e exposition organisée en 1937 s'avéra nettement supérieure en qualité à celle de 1935. En outre, c'est la seule pour laquelle nous possédons un cliché, en l'occurrence du vernissage, qui a été publié dans Le Progrès de la Somme, une photographie sur laquelle nous pourrons apercevoir de nombreuses personnalités en train d'écouter le discours du président de la société, Georges Durand, que vous reconnaîtrez peut-être ici à l'extrême droite de l'image. Je cite: « Notre salon local se présente cette année singulièrement épuré, puisque débarrassé, nul ne le regrette, d'un certain nombre de non-valeurs que pour telle ou telle raison le jury était obligé, et toujours à contre-cœur, d'admettre au sein d'un ensemble qui en souffrait parfois. Cette fois, plus de paille ou presque dans le diamant. Les aspirants artistes ont enfin daigné comprendre que cette exposition bisannuelle n'était ni une présentation de travaux d'élèves, ni le commode réceptacle tenu d'accueillir des essais hésitants et imparfaits dont la destination logique est de demeurer dans un coin d'atelier. » Fin de citation. De surcroît, et en dépit de son positionnement plutôt conservateur, nous l'avons vu lors de l'exposition du centenaire de 1935, la Société décida d'incorporer dans son édition de 1937 la présentation de 36 œuvres de 19 peintres qualifiés de modernes. Cette idée en revient visiblement au seul Faton de Favernet, qui présente son initiative dans une nouvelle préface insérée dans le catalogue juste avant la liste des œuvres concernées. Dans ce texte de 2 pages intitulé « De quelques artistes de ce temps », il propose une réflexion critique sur l'évolution de la peinture contemporaine au tournant du XXe siècle. L'auteur oppose d'abord l'académisme, figé dans des règles artificielles, à la modernité audacieuse représentée par des peintres comme Matisse, Vlaminck, Derain, Picasso, Braque. Pour lui, l'art ne peut rester prisonnier des recettes établies, il doit se renouveler sans cesse par la recherche, par l'instinct et par la fantaisie. Citant Paul Valéry, Faton de Favernet insiste aussi sur l'idée que l'art n'a pas pour but de reproduire le beau tel qu'on l'entend traditionnellement, mais d'explorer et d'inventer. La beauté n'est pas une donnée absolue. Elle évolue au gré des époques, comme les sensibilités humaines elles-mêmes. Enfin, le secrétaire de la Société rappelle que la valeur d'une œuvre ne peut être fixée immédiatement. Le véritable juge de l'art, selon lui, c'est la postérité, seule capable de distinguer ce qui résiste au temps de ce qui n'était qu'un effet de mode. Le Progrès de la Somme, toujours lui évidemment, va se faire l'écho de ces tensions esthétiques entre tradition académique et avant-garde, entre certitudes héritées et quête toujours incessante de nouveautés. Je cite: « La Société des Amis des Arts a incorporé dans son exposition une présentation d'œuvres de peintres modernes. L'idée est heureuse. La plupart des toiles exposées ici se signalent par des qualités intéressantes. Quelques-unes, par contre, sont franchement déconcertantes et constituent un défi, non seulement au plus élémentaire bon goût, mais encore à la raison. Certains artistes arrivés à la notoriété de par la grâce du snobisme et des marchands de tableaux estiment pouvoir se permettre toutes les excentricités. Déplorons-le, d'autant plus que ces vedettes sont le plus souvent choisies pour représenter l'art français à l'étranger, et ces ambassadeurs-là sont à la vérité indésirables. » Alors, cette réserve étant faite, le journaliste passe à l'examen des œuvres que je vous encourage vivement à lire in extenso dans Le Progrès de la Somme du 21 mai 1937. Depuis sa création en 1836 et à travers les décennies, la Société des Amis des Arts du département de la Somme a connu des périodes de succès et de crise, mais a toujours poursuivi les mêmes objectifs. Soutenir la création, former le goût du public et mettre en valeur aussi bien des maîtres consacrés que de jeunes talents. Par ses choix esthétiques et son attachement aux valeurs traditionnelles, elle incarne une stabilité artistique provinciale face au bouleversement du monde moderne, sans pour autant se fermer aux élans novateurs cherchant à réinventer les codes.
Les deux préfaces de Charles Faton de Favernet offrent, de ce point de vue, un regard contrasté sur la place de l'art dans la société de son temps. Leur confrontation révèle une tension essentielle durant la première moitié du XXe siècle, entre d'un côté l'appel à l'audace, à la rupture, à l'innovation, et de l'autre le souci de continuité, de transmission, de préservation des valeurs classiques. La Société des Amis des Arts du département de la Somme illustre, je crois, parfaitement, par cette double voie, le dilemme d'une époque partagée entre admiration pour l'avant-garde et attachement à un héritage académique encore vivace. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher Jean-Loup, pour cette intervention fort intéressante et pour le respect du temps. Bravo. Donc l'applaudissement. Nous allons nous octroyer une petite pause. Où on fait les. Voilà. Il y a une cohérence entre les. Voilà, c'est ça. Donc nous allons pouvoir effectivement garder un petit temps de questions dès maintenant sur les deux premières interventions. Sur des expositions très différentes. Donc l'une vraiment axée très art déco et l'autre beaucoup moins, beaucoup plus traditionnaliste. Mais... Qui veut prendre la parole? Je peux commencer? Oui. Non, juste dans les œuvres que tu as montrées, ces œuvres qui ont été acquises, j'étais surpris de voir le nom de Jouve. Donc je voulais en savoir un petit peu plus. Alors je suis totalement incapable de répondre. J'aperçois Maya Dorien, ma collègue conservateur des collections modernes et contemporaines. Je ne sais pas si tu connais un peu le dossier Paul Jouve, Maya. On a peu d'œuvres de lui. On a surtout ce dessin que tu as montré. Bonjour. On a essentiellement ce dessin que tu as montré qui montre en effet un dessin animalier avec des lignes justement assez art déco. Il me semble qu'il a aussi fait des dessins pour des arts décoratifs. Mais le dessin, c'est la seule œuvre qu'on a au musée. Oui, et en tout cas, c'est une acquisition vraiment consécutive directement à son exposition aux Amis des Arts de la Somme. Oui, parce que c'est vrai que c'est dans les noms qu'on a vus, alors beaucoup, il y a certainement des artistes qui sont très connus sur le plan local, mais c'est vrai que le nom de Jouve est un nom qu'on associe plus fréquemment à l'art déco aussi, parce qu'il a évidemment une carrière parisienne très importante. Oui, c'est un artiste avec une renommée nationale, voire internationale. Autre question? J'aurais peut-être une question, en attendant d'autres questions de la salle pour Jean-Loup. Le fait qu'on ait des artistes qui travaillent, enfin, je pense que la question de peu d'ouverture, semble-t-il, un certain nombre d'artistes, des amis des arts, est-ce que ça ne s'explique pas aussi par le type d'œuvres qui sont produites, c'est-à-dire essentiellement des tableaux, alors que les arts décoratifs, c'est toute forme d'expression. On a vu des meubles ce matin, ce sont des fresques, ce sont des vitraux, c'est du mobilier, type de mobilier, ce sont des verreries. Est-ce que le support, le mode d'expression, le genre, contribue pas peut-être aussi à ne pas s'ouvrir à ces courants modernes? C'est difficile à dire, en fait on l'a vu quand même, hein, beaucoup de choses qui relèvent du domaine des arts décoratifs sont exposées, c'est minoritaire, mais ce sont des choses qui sont présentes dans ces expositions des Amis des Arts. Est-ce que le fer de lance de la modernité réside dans un médium ou un autre à ce moment-là? Moi j'en suis pas convaincu. Ça reste des expositions, oui, globalement beaux-arts avec plein de guillemets, voilà, peinture, sculpture, dessin, etc. Bon, est-ce que c'est pour ça que ça reste relativement académique? J'en suis pas convaincu. Je pense que là, effectivement, ce qui incarne ces accrochages, ce sont les membres du jury, davantage qu'autre chose. Et en cela, pour moi, la figure de Faton de Favernet, qui est quand même, voilà, oui, je l'ai dit, le Benjamin de ce conseil d'administration, cette commission, va peut-être justement dépoussiérer ces vieilles habitudes de ces messieurs plutôt nés sous le Second Empire, voire à la fin de la monarchie de Juillet, et qui va ouvrir aussi la société à des formes d'art plus radicales. Tu sais pourquoi ils ont annulé 39? Non, pas précisément.
Moi j'ai une toute petite question sur l'Expo de 37. On a constaté que la Saône-et-Laine avait fait sécession du Nord, mais que l'Oise avait été engloutie par l'Île-de-France. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des débats sur la question du rattachement de l'Oise à l'un ou à l'autre et est-ce que malgré tout, nous, du coup, dans le catalogue, on voit que l'Oise n'est pas du tout représentée. Est-ce qu'on sait comment elle est représentée en Île-de-France? Je pense qu'il faut, là je ne saurais malheureusement pas répondre, et il faut aller regarder les archives qui sont... voilà, c'est vraiment colossal le fond de l'exposition de 37 aux archives nationales, que c'est un travail de fourmi dans certains cas, mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver la réponse, hein, parce que rien que là, je crois que c'est aussi dans le fonds Maurice Grelet en particulier pour cette question de la scission entre la 1 et la 1 bis que j'ai trouvé certains éléments, donc j'imagine qu'on doit pouvoir trouver des éléments similaires. D'autres questions?